Ok, bonjour à tous. Donc, on attaque la capsule 131. Donc, c'est toujours dans cette première section sur les données. Je vais revenir sur un point important qui est la notion d'échantillonnage. Donc, on en avait parlé un tout petit peu quand j'avais parlé de l'expérience, pas l'expérience, le cas d'école de l'élection de 1936 aux États-Unis. Donc là, on va essayer de formaliser un petit peu tout ça, donc la théorie de l'échantillonnage et les problèmes d'incertitude euh, associés à, la, à la modélisation quand on est sur des échantillons. Ok, je bascule sur les slides. Ok, donc 131, donc c'est parti. Donc j'ai appelé ça incertitude et aléa. Euh, J'en avais déjà parlé un tout petit peu quand j'avais fait l'introduction générale à cette section du cours. Un point important, c'est cette notion d'aléa, euh, euh, d'incertitude fondamentale quand on veut faire des modèles prédictifs en particulier, qu'il va falloir essayer de quantifier. Donc c'est un point euh, qui est maintenant bien connu. Je vais renvoyer au début vers plusieurs articles qui reviennent sur ce problème-là. Donc le premier, c'est les élections américaines, euh, donc les dernières qui avaient eu lieu, où on avait une opposition en démocrate républicain entre Hillary Clinton et Donald Trump. Euh, et on a eu cette évolution. Donc ici, c'est des statistiques qui avaient, enfin, des intentions de vote qu'on avait pour les différents candidats, okay, et avec différentes informations. Et ce qu'on observe là-dessus, c'est qu'à aucun moment on nous parle d'incertitude. Donc on nous dit juste, par exemple, que euh, ici, par exemple, les intentions pour Donald Trump étaient plus élevées que celles de Hillary Clinton, mais est-ce que c'est un biais statistique? Est-ce que c'est un biais d'échantillonnage? Ou est-ce que fondamentalement, on était au-dessus? Okay. Est-ce que cette différence de 1 point, elle est significative? Okay. Euh, je renvoie vers un petit article parce qu'en fait, il y a beaucoup de littérature qui avait été faite à l'issue de cette élection. Beaucoup avaient parlé de l'échec des sondages, l'échec des modèles. Ici, on nous parle de l'échec des données. Okay. Donc, il y a besoin de se questionner un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on se soit trompé. Alors, est-ce qu'on s'est trompé? Ça, c'est une question de base. Ou est-ce que c'est juste que le message, il est mal passé? euh, je ne sais pas si on peut se tromper quand on se contente de faire de l'analyse, enfin, des observations et de regarder les intentions de vote. Peut-être que les intentions de vote étaient réellement cela et on les a mal perçues en tout cas. Parce qu'il y a un problème fondamental, c'est que derrière, c'est des choses aléatoires. C'est que savoir qu'en mai, alors que les élections étaient en novembre, Hillary Clinton était préférée, ça ne veut absolument pas dire que ça va permettre à quelqu'un de gagner. Donc il y a une différence fondamentale entre la théorie des sondages qui nous dit je fais une photo à un instant donné et ce qui va se passer plusieurs mois après. D'accord. Donc c'est ce que tu racontes cet article, j'ai repris la phrase qui est qu'un point important en sciences des données, euh, c'est que le but n'est pas de donner des réponses, mais de calculer des probabilités. Et à partir de là, alors c'est peut-être un moyen de se dédouaner et de dire que je ne pourrais pas faire d'erreur parce que je me contente de calculer des probabilités. Et dire qu'une probabilité c'est faux, c'est plus compliqué. Okay. Mais voilà, je pense quand même que c'est vrai. Ce qu'on est capable de faire de manière assez précise, c'est d'estimer les probabilités. Après, fondamentalement, ça reste du hasard. Okay. Euh, Encore une fois, je peux vous prédire que demain, il y a 2% de chances de pluie. Euh, S'il ne pleut pas, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort. La probabilité, elle est de 2%. C'est des problèmes de one-shot event. C'est difficile de savoir si mon estimation était bonne ou pas. D'accord. Ce qu'on pourra tester, c'est le modèle. Le modèle, si jamais je le répète tous les jours, si en le testant sur 200 jours, il se trompe une fois sur deux, c'est que mon modèle n'est peut-être pas bon. Ça ne veut pas dire que ma probabilité de 2% était complètement fausse, ça veut dire que mon modèle, globalement, il n'est pas très bon. Okay. Donc les probabilités, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais il va falloir formaliser un petit peu tout ça. Je reviens aussi sur les aspects visualisation parce que c'est important. Il y a eu beaucoup d'articles en particulier sur comment visualiser quelque chose d'incertain d'un point de vue des données, et en particulier beaucoup de questionnements qui avaient été faits euh, lors des différents passages d'ouragan aux États-Unis. Donc, et on se souvient tous de cette image qu'avait repris Donald Trump à la Maison-Blanche, où il montrait des trajectoires qui étaient en gros l'image qu'on a ici en bas,
okay, où on voit apparaître quelque chose qui nous laisse à penser, on a une espèce de bande de confiance, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, okay, sur l'endroit où l'ouragan devrait aller. Donc, comment est-ce qu'on fait pour visualiser ça? On a cette option de bande de confiance qu'on va retrouver à pas mal d'endroits. L'autre scénario qui est assez souvent privilégié, c'est l'aspect qu'on a ici au-dessus, c'est les scénarios. C'est qu'on va générer de manière aléatoire des trajectoires pour montrer, voilà en générant du hasard ce qui se passe. Donc on va revenir un petit peu aujourd'hui et dans cette capsule et dans la suivante sur l'histoire de générer du hasard, parce que ça permet en tout cas visuellement de quantifier des intervalles de confiance ou ce genre de choses. Donc l'idée de simuler du hasard, ça va devenir un peu essentiel pour, pour, pour donner l'impression, ou pour donner ou pour faire comprendre ce que pourrait être une situation aléatoire plus tard. Donc on va essayer de générer des trajectoires d'ouragan, des scénarios de vote ou ce genre de choses pour essayer de voir ce qui va se passer. Donc on peut visualiser en tout cas cette incertitude avec ce qu'on va appeler de la simulation de nombres aléatoires. Ok, et je renvoie sur dans un des livres qui parlait de data visualization que je mettais dans la toute première série de slides, il y avait un livre, donc il y a ce livre de data visualization et il y a une section entière sur visualizing uncertainty qui parle de visualiser l'incertitude, mais qui au départ suppose quand même qu'on connaisse un minimum de probabilité. Donc je vais refaire un petit peu de rappel de probabilité ici, parce que ce sera important pour la suite. Donc probabilité, je reviens là aussi sur des approches classiques. On va commencer par des dés. Okay. Les dés, l'avantage, c'est qu'on comprend un petit peu comment ça marche. Donc, un dé, il y a 6 faces. On se demande la probabilité de tomber sur les différentes faces. Donc, premier terme important, c'est la notion de distribution. Donc, la distribution, ça va être d'écrire tous les états possibles et de leur associer des probabilités. Donc, les probabilités, c'est des grandeurs qui vont sommer à 1. Donc la probabilité d'avoir un nombre entre 1 et 6, ça vaut 1. Okay. La probabilité de tomber sur 7, elle vaut 0. Okay. Donc, les probabilités, c'est la quantification de l'incertitude de tomber sur chacune des faces. Ici, j'ai 6 faces. Elles sont équiprobables. Pourquoi elles sont équiprobables? Parce que le dé, il est symétrique. Okay, donc, c'est parce que j'ai un cube que je sais que j'ai autant de chances de tomber sur la face où il y a un 1, parce qu'en fait, elle est la même que celle où il y a un 6. Okay, le fait d'avoir des numéros, normalement, ne change pas la physique. Donc, j'ai autant de chances de tomber sur chacune. Donc, j'ai 6 valeurs qui sont équiprobables, donc la probabilité doit être de 1/6. Okay, donc, c'est ça que ça raconte en gros. Donc, j'ai ces 6 probabilités. Donc, je peux calculer la probabilité en fait, de n'importe quel événement qui associe ces choses-là. Donc, par exemple, la probabilité de tomber sur un nombre pair, on va dire que c'est la fréquence. Donc, ça devrait être un nombre pair, j'en ai que 3. J'ai 2, 4 et 6 parmi 6. Donc, j'ai 3 chances sur 6, une chance sur 2 de tomber sur un nombre pair. Okay, donc, on a ce genre d'intuition, en tout cas, qui s'avère être juste. Par contre, il y a des cas pour lesquels l'intuition ne marche pas. Je reprends un exemple assez connu, c'est ce qui s'appelle le paradoxe des anniversaires. Le paradoxe des anniversaires, c'est un paradoxe parce que, et encore une fois, j'aime beaucoup les paradoxes parce que ça permet de se questionner sur les outils qu'on manipule. L'idée du paradoxe des anniversaires, c'est simple. Prenez une classe ou un groupe de N personnes, okay, quelle est la probabilité pour que parmi ces N personnes, 2 fêtent leur anniversaire le même jour? Okay. Donc on pourrait se dire, de manière un peu simpliste, c'est facile, il y a 365 jours, peut-être qu'il faut, allez, on va faire la moitié de 365, ça ferait 180 personnes. Donc peut-être qu'avec 180 personnes, j'aurai une chance sur 2. Et en fait, c'est pas ça du tout. La réponse, elle est beaucoup plus faible que ça. C'est qu'avec 23 personnes, il y a au moins 50% de chances pour que 2 personnes fêtent leur anniversaire en même temps. Okay, donc, ça peut se démontrer assez facilement et je pense que c'est important. D'accord, on va supposer que. Alors, l'hypothèse de base, c'est que les anniversaires sont équiprobables dans l'année. Okay, mais je vais me demander quelle est la probabilité pour que parmi ces. Donc, on va le faire pour 23 personnes, parce que je vous dis que 23 est un nombre un peu particulier. Quelle est la probabilité pour que personne ne fête son anniversaire en même temps parmi ces 23 personnes? Je tire l'anniversaire de la première personne. D'accord, donc, la première personne, je vais dire qu'elle est le 1er janvier. Donc, il me reste 364 jours pour l'anniversaire de la seconde. Parce que je veux que personne n'ait son anniversaire qui tombe le même jour. Puis pour la troisième personne, il me reste que 363 dates. Puis 362. Puis je diminue comme ça jusqu'à la 23e personne où j'aurai 343 jours possibles pour tomber dessus. Et donc, quand je regarde la probabilité
de tomber sur, enfin, d'avoir personne strictement dans ce groupe de 23 personnes qui fête son anniversaire en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma tablette. Anyway, euh, mais si jamais je veux que personne ne fête son anniversaire en même temps, la probabilité pour qu'absolument personne dans ce groupe de 23 ne fête son anniversaire en même temps, elle est de 49%. Okay, donc on voit qu'on a, on a beaucoup plus de chances d'avoir des personnes qui fêtent leur anniversaire en même temps que ce qu'on aurait eu intuitivement en faisant un raisonnement très simpliste. Et la raison, elle est simple. La raison, elle vient du fait que, alors je l'ai mis en faisant une approximation de Poisson, je vous renvoie au slide de maths où je refais les rappels sur les lois, mais elle vient du fait que quand on dit 23, il faut comprendre qu'on ne prend pas 20, on ne raisonne pas sur 23 individus, on travaille sur 23 paires d'individus. Et 23 paires, ça fait beaucoup plus. Okay, c'est que ça fait 23 fois 22 divisé par 2, ce qui fait 23 sur 11, ce qui fait quand même 211 paires. Okay, enfin 211, 240 paires. 253, pardon. Donc on a 253 paires. 253 paires, c'est beaucoup. Okay, sur 360, on a 365 jours, on a 253 valeurs possibles. Okay, donc on a quelque chose qui est très proche en fait de ce que donnera un calcul par une loi de Poisson. Donc c'est assez logique d'avoir cette valeur-là, mais c'est juste qu'elle est un peu contre-intuitive parce qu'on se dit que la probabilité devrait être plus faible. D'accord. Donc le point sur lequel je voulais arriver aujourd'hui, c'était sur ce point, c'était de dire, il faut faire attention avec les probabilités, c'est que quand on ne pose pas les choses proprement, on peut vite avoir des mauvaises surprises. D'accord. Donc les probabilités, il faut souvent formaliser pour que ça ait du sens. Okay. Je vais revenir un tout petit peu sur des calculs un petit peu plus poussés. C'est ce qui va nous intéresser. L'idée, c'est d'arriver au proba conditionnel. C'est qu'assez souvent, on va conditionner. Donc, conditionner, ça veut dire que j'ai l'information extérieure, je vais essayer de l'utiliser pour faire des prévisions. Okay. Donc, avant d'arriver au proba conditionnel, j'ai besoin de définir les lois jointes. Donc, les lois jointes, c'est le fait que je m'intéresse à une probabilité de deux événements en même temps. Donc, ici, pour avoir deux événements, je lance 2 dés. Okay. Donc, j'ai mon dé 1, j'ai mon D1 et j'ai mon D2. Okay, donc X1, c'est la phase du premier dé, X2, c'est la phase du second. Au lieu de travailler sur le couple X1 et X2, je vais travailler sur un truc un peu plus tordu qui est, je travaille sur le D1 et je travaille sur la somme des deux. Okay. Mon but est de vous faire travailler sur des choses qui ne sont pas indépendantes. C'est le cas indépendant, c'est le cas le plus simple, on connaît parfaitement. Okay. Donc, mon dé numéro 1, c'est facile, on l'a travaillé tout à l'heure, on a 6 valeurs possibles, c'est écu probable, etc. Le dé numéro 2, c'est un peu plus tordu. C'est quand vous pas dé numéro 2. La variable numéro 2, Y, elle prend plus de valeur. Okay, puis encore une fois, je lance 2 dés. Donc au minimum, je tombe 2 fois sur 1. Donc je commence à 2. Okay. Donc là, j'ai mon Y. Ici, j'ai mon X1. Okay. Donc mon Y, il commence à 2 et au maximum, je vais jusqu'à 12. D'accord. Et ce qu'on voit, c'est que je ne peux pas tomber sur n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas tomber sur 12 en ayant obtenu un 1 sur le premier lancer. Okay. Donc, on a cette surface un petit peu tordue qui est que la surface, en fait, elle dépend de l'endroit où je me trouve. Donc, les valeurs possibles dépendent de X1 et de Y. Okay. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur, je vais être écu probable. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, comment je fais pour travailler sur des probas conditionnels? Donc, la définition des probas conditionnels, c'est celle-là, c'est que la probabilité de tomber sur Y conditionnellement à la valeur que j'avais sur X1, c'est le ratio entre la probabilité jointe sur la probabilité de l'événement qui conditionne. Okay. Donc, c'est une définition, je ne peux pas vous démontrer que c'est ça, c'est la définition de ce qu'est une proba conditionnelle. Okay. La proba d'un événement A sachant l'événement B, c'est la probabilité d'avoir les deux en même temps divisée par la probabilité de l'événement B. D'accord. On l'utilisera parfois de manière un petit peu différente, c'est que je peux inverser, donc on a une quantité qui est égale à un ratio. Ce qu'on peut dire, c'est que la valeur qui se trouve en haut, je peux l'avoir comme étant le produit des deux autres. D'accord. Donc ce que je peux dire, c'est que la probabilité jointe, je peux l'avoir comme étant la probabilité d'un des événements conditionnés par l'autre multiplié par la probabilité de l'autre. Donc ça va être quelque chose de classique. Encore une fois, j'en parle un peu plus loin dans des slides. Ça va être la chain rule qu'on va retrouver en linguistique, par exemple. Okay. Donc la probabilité de tomber sur la phrase j'ai faim, c'est la probabilité d'avoir j'ai multiplié par la probabilité d'avoir
fin qui suit G. Okay, donc, c'est un mécanisme assez simple pour voir quelque chose de séquentiel où on va faire du conditionnement en fonction des valeurs précédentes. Mais je peux le faire dans un cas non séquentiel, je peux le faire sur deux événements différents. Okay, donc, chacune des probabilités vaut une chance sur 36. Okay, et donc, à partir de là, je peux faire à peu près toutes sortes de calculs que je veux. Donc, de mémoire, j'en fais un ici. Okay, non, je n'en fais pas. Je reviendrai là-dessus sur les calculs de proba conditionnel. Le seul point sur lequel je voulais arriver, c'est qu'il faut faire très attention avec ces histoires de conditionnement, c'est que le conditionnement peut être vu comme étant quelque chose de causal, pas vu. D'un point de vue cognitif, on pourrait se dire, sachant que j'ai observé X1, qu'est-ce que ça m'apporte sur Y? Okay, et ça devient très dangereux parce qu'en fait, ma définition de la formule de Bayes là, que j'utilise pour donner cette définition, je peux parfaitement l'adapter dans l'autre sens. Quelle est la probabilité d'avoir X1 sachant que Y vaut un petit y? Okay, l'interprétation, elle va être assez différente parce qu'en fait, je fais effectivement deux lancers. Je lance mon premier dé, puis je lance le second. Okay, donc, en fait, effectivement, quelque part, avoir le lien causal, il existe dans le premier cas, mais pas dans le second. Dans l'autre cas, ce n'est pas un lien causal, c'est juste que j'utilise de l'information. Je sais qu'en lançant mes deux dés, j'avais obtenu 12. Dans ces cas, je sais de facto quelle était la première valeur que j'avais eue dans mon premier lancer. Okay, donc, c'est juste une écriture de ce qu'on va appeler une loi conditionnelle, okay, mais ce n'est pas du tout un mécanisme causal qui est mis en avant ici. Okay, et je donne aussi cette formule-là parce qu'on va l'utiliser, cette deuxième formule qui consiste à inverser le conditionnement. Okay, donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas du tout de la causalité, ce qu'on fait. C'est juste une écriture et une notion de conditionnement. Donc, pas du tout une notion de causalité, une notion de conditionnement que je peux parfaitement intervertir. Okay, donc, je peux dire que la probabilité d'un événement sachant l'autre, c'est la probabilité, ça peut être lié à la probabilité de l'autre sachant l'un. Il faut juste que je corrige par un petit quelque chose qui est ce ratio de probabilité. On le verra apparaître quand on fera la stat bayésienne, parce qu'en fait, ça va être la base. Quand on fera la stat bayésienne, on se demandera quelle est la proba d'avoir un paramètre sachant les données. Et ce qu'on est capable de mesurer, c'est la probabilité d'avoir les données sachant le paramètre. Okay, donc, ça va être une vision un petit peu différente de la statistique classique qu'on va essayer d'exploiter. Donc, ça, c'est la probabilité conditionnelle. Okay, je reviens sur mes calculs de tantôt. Okay, ces calculs de probabilité conditionnelle vont me servir, par exemple, à faire des calculs. Donc, une fois que j'avais fait mes lois jointes, je peux faire mes lois marginales. Donc, les lois marginales, c'est les lois de chacune des composantes. Donc, par exemple, je veux calculer la probabilité de tomber sur Y. Okay, donc, mon Y peut valoir ici 4. Okay, quelle est la probabilité de tomber sur 4 quand on fait deux lancers? C'est assez facile. Je peux utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales qui me dit je regarde tous les cas possibles en X1 et je regarde la probabilité du couple. Donc, quelle est la probabilité de tomber sur 4, sachant que j'avais fait 1 la première fois, puis avec le premier dé. Puis après, je peux regarder la probabilité d'avoir 4, sachant que j'avais eu un 2. Puis la probabilité de tomber sur 4, sachant que j'avais eu un 3. Puis la probabilité de tomber sur 4, sachant que j'avais eu un 4. Celui-là, déjà, on voit que ça ne marche pas. Okay, donc, en fait, ce que je suis en train de vous faire, c'est que je me balade ici. Donc, je regarde les différentes probabilités. D'accord? Donc, en fait, le raisonnement que je suis en train de faire, il est un peu plus simple, c'est que je me demande, je peux le réécrire de la manière suivante, quelle est la probabilité d'être tombé sur Y, sachant que j'avais eu un X1, que je vais multiplier par la probabilité d'être tombé sur X1. Okay, donc, je réécris la formule telle que je l'avais vue tantôt, je peux obtenir cette formule-là. Et ce qu'on voit, c'est que la probabilité d'être tombé sur 4, j'avais une chance sur 36 parce que j'avais eu un 1 pour le premier dé, une chance sur 36 parce que j'étais tombé sur le 2 avec le deuxième dé, et une chance sur 36 parce que j'étais tombé sur le 3. Et donc, j'ai 3 chances sur 36 qui me fait un 12e. Okay, donc, on récupère comme ça les différentes probabilités. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a une chance sur 12 ici, pardon, une chance sur 36, 2 chances sur 36, 3 chances sur 36, 4 chances sur 36, etc. Donc, on peut monter comme ça jusqu'à la fin où on tombe sur 1 sur 36. D'accord, donc on peut calculer les différentes probabilités. Donc, c'est ce qu'on appelle les probabilités marginales. Et juste histoire de vérifier, je peux le faire dans l'autre sens. Je peux me demander, est-ce que je peux trouver la probabilité d'être tombé sur X1? Je peux faire exactement le même raisonnement. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Okay, la probabilité d'être tombé sur X1, je vais sommer sur toutes les valeurs de Y ici. Okay, est-ce que je peux être tombé sur un 4, sachant que j'étais tombé sur un 2 pour Y? Non, pour être tombé sur un 2 pour Y, ça veut dire que j'étais tombé 2 fois sur D1, donc je n'ai pas pu tomber sur un 4. Donc j'ai 0, 0. Et ensuite, je tombe 6 fois sur 1 sur 36, donc ma probabilité est de 1 sixième. Okay, donc à chaque fois, j'ai 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6. Donc là, il n'y a pas de surprise. La probabilité de tomber sur les différentes valeurs de mon premier dé,
Je n'avais pas besoin de faire ce calcul, mais ce qui est confortant, c'est de voir que le calcul me donne finalement les calculs qu'on avait fait, les valeurs qu'on avait données au tout début. OK. Alors, pour faire ces calculs de proba, on peut faire il y a plusieurs approches, donc je vais vous rappeler les deux grandes méthodes qui sont soit de faire des arbres, soit de faire des ensembles. OK. Donc, par exemple, exemple très simple, j'ai des urnes. Donc, c'est l'autre grand classique des probabilités, les pièces et les urnes et les dés. J'ai des urnes. Donc, j'ai une urne ici avec 10 boules au total, 5 rouges, 2 vertes et une blanche. Et je vais utiliser des probabilités conditionnelles finalement pour calculer les différents chemins possibles. Je me demande quelle est la probabilité, si jamais je ne fais pas de remplacement, donc je prends une boule, puis j'en prends ensuite une deuxième, d'avoir au moins une boule verte. Dans ces cas-là, je fais tous les chemins possibles. Okay, donc ma première boule que je tire, c'était une boule rouge. Dans ces cas-là, il ne m'en reste plus que 4. Okay, et ensuite, je regarde la probabilité d'avoir tiré une rouge, une verte et une blanche. Okay, donc je récupère à la fois, à la fin, mes différents scénarios. Okay, l'autre possibilité, c'est d'avoir tiré une boule verte. L'autre possibilité, c'est d'avoir tiré une boule blanche, etc. Donc, je peux calculer, je peux créer mon arbre de cas possibles et ensuite essayer de calculer les différentes probabilités. D'accord? Donc, de mémoire, c'est ce que je dois faire juste après. Voilà. Donc, soit je suis tombé sur une boule verte au début, soit sur une boule verte juste après. Okay, donc, premier cas, c'est j'ai tiré les boules vertes au premier coup. Okay, donc, j'ai tiré une boule verte. Donc, c'est le premier cas. J'ai gagné, j'ai une boule verte. Dans ces cas-là, c'est bon. L'autre possibilité, et peu importe ce que je tire après, en fait. Okay, l'autre possibilité, c'est que je n'ai pas tiré de boule verte. J'ai tiré soit une boule rouge, soit une boule blanche. Et après, c'est sachant que j'avais tiré une boule rouge ou une boule blanche, quelle est la probabilité d'avoir tiré une boule verte. Okay, donc, je peux faire tous mes calculs. Okay, et j'arrive sur finalement 15 chances sur 40, 17 chances sur 45. Peu importe, on n'est pas là pour faire des calculs, mais c'est juste pour comprendre le mécanisme. Les arbres, ça va être ça, ça va être de créer tous les cas possibles et d'essayer de parcourir les valeurs de l'arbre. Des fois, on peut faire des raisonnements un peu plus malins, en se souvenant que la probabilité d'avoir un événement ou un autre, c'est 1 moins la probabilité d'avoir le contraire de ce premier événement et la probabilité du contraire de l'autre élément. Donc, c'est la probabilité d'avoir tiré une boule rouge et une boule bleue, enfin, c'est de ne pas avoir tiré de boule blanche, en fait, de boule verte, pardon. Donc, c'est la probabilité d'avoir tiré une rouge ou une blanche au premier et une rouge et une blanche au second. Et ça, je peux le calculer de manière un petit peu plus simple, en fait. Okay, donc, ça me donne exactement la même valeur, mais là aussi, encore une fois, heureusement, sinon, c'est qu'il y avait un problème dans les postulats de départ de mes calculs de probabilité. D'accord? Donc, l'idée, c'est que si jamais j'écris les choses proprement, peu importe la manière dont je fais mes calculs, je dois arriver à quelque chose de consistant. Okay, autre possibilité, c'est cette approche sur les ensembles. Donc, je peux créer des ensembles, des patates, et puis m'amuser à compter chacun des cas. D'accord? Donc là, je pense que c'est plutôt un problème de culture. Donc, soit vous essayez de travailler sur des arbres et de compter les passages, soit on travaille sur des ensembles, et dans ces cas-là, il faut juste se souvenir que la proba d'un événement joint, okay, l'événement joint, c'était le premier dé, X1 et Y. Okay, dans le cas des ensembles, ça va être une intersection. Donc, c'est ce qui va trouver au milieu l'intersection de ces deux ensembles. Là aussi, je renvoie au slide que j'ai fait sur les ensembles pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Okay, donc, je peux faire là aussi tous les calculs. Je vais peut-être passer ce slide parce qu'il n'est pas très intéressant. Désolé. OK. Pourquoi c'est important de faire les choses proprement? Je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple qui est relativement connu, qui est encore un paradoxe, hein, mais qui permet là aussi de voir que si j'écris pas les choses proprement, dans ces cas-là, je peux dire absolument n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on appellerait le paradoxe ou le cas d'école de Monty Hall. Donc, c'était un jeu qui était organisé sur une chaîne de télévision il y a quelques années qui s'appelait Let's Make a Deal. Donc, on a l'image en bas à droite. Et ce jeu contenait ce jeu télévisé était le suivant. Il y avait 3 portes qui étaient proposées. Donc, les 3 portes qui sont les portes bleues que je vous ai présentées ici. Okay, qu'on va appeler la porte de gauche, la porte centrale et la porte de droite. Okay. Derrière ces 3 portes, 2 contiennent une chèvre et l'autre contient un trésor. L'idée pour la personne qui participe au jeu, c'est de trouver le trésor. Okay, donc, le jeu se fait en 2 étapes. La première étape, c'est de choisir une des portes. Donc, on dit au présentateur de télé, je vais choisir la porte du milieu. Donc,
bon, je ne vais pas vous faire le show, parce que si vous voulez, vous pouvez en tomber sur des épisodes, je crois, sur YouTube. Donc, vous choisissez la porte du milieu, et là, l'animateur va faire quelque chose, c'est qu'il va ouvrir une des autres portes. Donc, par exemple, il vous ouvre la porte de gauche. Derrière, bien sûr, il y a une chèvre. Okay, et là, la question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez toujours ouvrir celle du milieu ou tirer celle de droite? Et je vous laisse le temps de réfléchir, si vous avez envie. Si vous voulez, faites pause et réfléchissez à la question. Comme je vous ai dit qu'il y avait un paradoxe, vous allez vous douter de la réponse, mais est-ce que vous avez intérêt à changer de porte? Et la réponse, elle est oui. Et dans tous les scénarios, en fait, vous avez toujours intérêt à changer de porte. Et derrière se cache un calcul de proba conditionnel. Donc, je vous ai mis un des articles qui avait été écrit, donc c'était dans une revue de mathématiques qui essayait de montrer qu'on avait effectivement intérêt à changer de porte, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et la démonstration elle est relativement simple, mais il faut l'écrire proprement. Et c'est comme toujours en probabilité. En probabilité, si je ne m'en écris pas les choses proprement, on peut dire des choses fausses. Je pense que dans tous les slides que je vous montrerai, il y aura beaucoup de cas où on peut dire des choses fausses si jamais on fait les choses trop rapidement. Donc il faut vraiment prendre le temps de faire les calculs propres de probabilité conditionnelle. Et là, les calculs, après, c'est jamais compliqué. C'est juste qu'il faut poser proprement les différentes quantités et les calculer. Donc la question qu'on pose, c'est quelle est la probabilité que le trésor soit dans l'autre porte? Okay, donc j'ai choisi la porte du milieu. Quelle est la probabilité pour que ce soit la porte de droite? Okay, si jamais c'est une chance sur deux, je n'ai pas intérêt à changer. Enfin, ça veut dire que j'ai autant de chances l'une que l'autre, donc je peux rester sur mon choix. Si jamais c'est strictement plus grand qu'un demi, j'ai intérêt à changer. Okay, donc il suffit de faire le calcul de proba conditionnel. Je conditionne par quoi? Je conditionne par le fait que j'avais raison ou pas. Okay, et en fait, la subtilité, elle tient du fait que la porte que choisit l'animateur, elle n'est pas au hasard. Moi, j'ai choisi celle du milieu. Il n'a pas tiré au hasard celle qu'il va ouvrir. Il va toujours m'offrir une porte qui va faire apparaître une chèvre. Okay, donc en fait, cette information, elle est importante et c'est ça qui va tout faire en fait, dans le jeu. C'est qu'il ouvrirait n'importe quoi, je n'aurais pas grand-chose à faire. Mais le fait qu'il ait choisi une porte, ça me donne une information. C'est que si il y avait quand même quelque part plus de chances pour que ce soit l'autre, parce que si jamais c'était derrière la porte de droite, il va forcément ouvrir la porte de gauche. Donc l'animateur n'a pas de choix en fait. Si jamais j'ai choisi une porte où il n'y a pas de trésor. Alors que si jamais j'ai choisi la porte où il y a un trésor, effectivement, il prend n'importe laquelle. D'accord? Et c'est ça que ça nous raconte, en fait, ce calcul. C'est que je vais conditionner par le fait que la porte était bien choisie ou qu'elle n'était pas bien choisie. Okay, donc la probabilité que ce soit correct, je ne peux pas y faire grand-chose. Okay, c'est la probabilité, ce qu'on va appeler a priori. Okay, donc il y a une chance sur 3 pour que j'avais bien choisi et 2 chances sur 3 pour que je m'étais trompé. Okay, c'est une probabilité non conditionnelle. C'est, sachant que je n'ai pas d'information, quelle est la probabilité que le trésor soit derrière une des portes. Il y a une chance sur 3 pour qu'il soit derrière celle du milieu et 2 chances sur 3 pour qu'elle soit pas derrière celle du milieu. Okay. Maintenant, si jamais, la question c'était quelle est la probabilité que ce soit derrière l'autre porte si je m'étais trompé? C'est 0, parce que j'avais choisi la bonne porte. Donc j'ai 0 multiplié par un tiers. Okay. Par contre, si jamais je regarde le cas où je m'étais trompé, la probabilité pour que ce soit derrière l'autre porte, c'est certain. C'est ce que je disais tantôt, c'est que si jamais moi j'ai pas bien choisi la bonne porte, l'animateur il n'a pas le choix. Il va forcément me montrer l'autre porte. Okay, donc j'ai une fois 2 tiers, et ce qui me donne 2 tiers. Okay, donc en fait, quand j'ai choisi une porte, que l'animateur ouvre une porte qui n'est pas la mienne et me montre la chèvre, il n'y a plus qu'une chance sur 3 pour qu'en fait le trésor soit derrière la mienne. Et donc j'ai toujours intérêt à changer et aller voir derrière l'autre porte. Okay, donc voilà, les probas conditionnels, c'est ça. C'est des choses qu'il faut écrire proprement, parce que si jamais on essaye de faire des raisonnements heuristiques sur un coin de table, ça ne marche pas. Il faut les poser tranquillement et il faut faire les calculs pour être certain de ne pas se tromper. Okay. Le problème, c'est que ce genre de problème de considération, on les a tout le temps. Okay, donc, je vais vous montrer un petit exemple qui était pris dans un article de médecine où ils avaient interrogé des médecins où on leur expliquait des choses. Okay, donc, on leur expliquait le fonctionnement d'un test. Donc, on leur disait que de manière générale, une femme qui allait chez son médecin avait une chance sur 100 d'avoir un cancer du sein. Okay, il y a la possibilité de faire des tests. Okay, et ce qu'on sait, c'est que si la femme elle a effectivement un cancer du sein, la probabilité d'être positive, elle est de 90%. Par contre, si la femme n'a pas de cancer du sein, la probabilité qu'elle soit malgré tout testée positive, elle est assez importante, elle est de 9%. Okay, donc on a ces 3 probabilités-là. Okay,
Et, et la question qui était posée, elle est très simple, c'est voilà, vous avez une femme de 50 ans qui arrive, qui n'a pas de symptômes, elle teste positif et elle panique. Ok. Euh, Quelle est la probabilité pour que la femme soit vraiment euh, malade, donc elle ait vraiment un cancer du sein, sachant que le test était positif. Okay. Donc pour ça, il n'y a pas de secret. Il va falloir faire les calculs. Donc je vous encourage à faire une pause ici et essayer de les faire. Okay. Ce qu'il faut juste voir, c'est qu'il y a deux événements. L'événement X, enfin, l'événement X, c'est le fait d'avoir le cancer ou pas le cancer. L'événement Y, c'est le fait d'être positif ou négatif. Okay. Et de faire tous les calculs. Donc ce qu'on nous donne dans le premier cas, c'est la probabilité que X soit égal à C. Dans le second cas, c'est la probabilité d'être positif, sachant que la personne a un cancer. Et dans l'autre cas, c'est la probabilité d'être positif, sachant que la personne n'a pas de cancer. Et ce qu'on nous demande, c'est tout simplement une des probabilités que l'on ne connaît pas, qui est la probabilité d'avoir le cancer, sachant qu'on est positif. Okay. Donc le principe de base, c'est que à partir de ces trois quantités, je suis toujours capable de faire ce calcul, mais il faut le faire proprement. Okay. Donc je vous laisse 2 secondes. Si vous faites, encore une fois, faites pause, faites le calcul et essayez de trouver la bonne réponse. Okay. Donc soit c'est 9 chances sur 10, soit c'est 8 chances sur 10, soit c'est 1 chance sur 10, soit c'est 1 chance sur 100. Okay. Donc faites pause et faites-le. Je vais juste aller vous montrer les résultats maintenant que vous avez tous fait pause et que vous êtes allé voir. Vous êtes revenu. Okay. Donc je peux le faire avec des arbres. Okay. Donc je vais le faire avec une urne. Donc je vais mettre 1000 femmes à l'intérieur. Okay. Donc dans ces 1000 femmes, on sait qu'il y a 10% qui ont un cancer. Enfin, 1%. Okay. Donc sur ces 1000 femmes, il y en a 10 qui ont un cancer et 990 qui ne l'ont pas. Sur ces personnes qui ont un cancer, donc encore une fois, je conditionne par X d'abord, puis ensuite par Y. Okay. Enfin, je conditionne. Je fais mon arbre avec mon X et ensuite je fais mes branches avec mes Y. Donc, une fois que je sais que la personne a un cancer, on sait qu'elle a 9 chances sur 10 d'être testée positive. Donc, il y a 9 personnes positives et une personne négative. Maintenant, le souci, c'est sur l'autre groupe. Ça va être les faux positifs. C'est les personnes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas le cancer. Donc, il y en a quand même 990. Mais 9%, en fait, vont être testés positifs. Donc, sur ces 990, il y en a quand même un nombre non négligeable qui est 89 qui vont être testés positifs. Okay. Donc, en fait, quand je regarde la probabilité d'avoir un cancer, sachant qu'on a été testé positif, donc les nombres de personnes testées positives, c'est 9 et 89. Donc, en tout, j'ai à peu près 98 personnes qui sont testées positives dans mon groupe de 1000 personnes. Sauf que sur mes 98 personnes, il n'y en a que 9 qui ont un cancer. Donc, en fait, la probabilité d'avoir un cancer, sachant qu'on est positif, elle est tout simplement de 1 sur 10. Okay. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant parce que ça veut dire quand même que le test positif, ça ne nous donne pas grand-chose comme information. Okay. Je vous renvoie à l'article que j'ai mis en lien, c'est est-ce que les docteurs savent lire les tests statistiques. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans le test qu'ils avaient fait sur le groupe de 160 personnes, la moitié des médecins quand même pensent qu'il y a 9 chances sur 10 pour que la personne soit malade. Okay. Les médecins pensent qu'il y a 90% de chances pour que la personne soit malade, alors qu'en réalité, c'est 10%. D'accord. Donc, il faut bien faire attention sur le fait que les médecins ne savent pas lire les tests. Okay. Et les médecins, on parle quand même de personnes qui sont éduquées, qui ont en théorie une espèce de doctorat. Voilà, et ce genre de tests, ils se font tout le temps. Et on va les retrouver dans plein de cas. Enfin, je ne crois pas que je vais mettre les exemples ici, mais c'est tout ce qu'on a lu sur les histoires de détection de terrorisme. Reconnaissance faciale dans les aéroports pour détecter des terroristes à une certaine époque. À partir du moment où on essaie de repérer une minorité, et c'est le problème qui se passe ici, c'est que le nombre de personnes qui ont le cancer, il est très faible. Et pareil, quand on veut détecter des terroristes, le nombre de personnes qui sont terroristes est très très faible. Donc le problème, c'est que même si jamais j'ai que 10% d'erreurs sur les personnes qui sont des faux positifs, c'est quand même énorme et c'est ça qui va me prendre toute notre énergie en fait. D'accord. Donc quasiment tous les tests de reconnaissance faciale de terroristes ou de n'importe quel type de détection de terroristes, en fait, assez souvent, c'est des faux positifs. Donc on ennuie 90% de la population ou 99% de la population pour récupérer une infime partie de la proportion, et encore on va en laisser passer certains. Okay, donc les tests, il faut faire vraiment attention, c'est que j'allais dire qu'on a souvent des résultats contre-intuitifs, mais c'est un petit peu ce que tu nous racontes ici, c'est qu'effectivement, si jamais on n'écrit pas les choses proprement, on peut en tout cas assez vite dire des bêtises. Je vais juste avancer un tout petit peu. Donc une fois qu'on a vu cette notion de conditionnement et d'événement en joint, on peut définir quelque chose de très important, c'est la notion d'indépendance.
qui va être le cœur de tout ce qu'on fera par la suite. On essaiera de trouver justement des variables qui sont non indépendantes, parce que si jamais elles sont dépendantes, ça veut dire non pas qu'il y a un mécanisme, il y a une relation causale, ça veut dire que l'une peut m'aider à améliorer la prévision. En tout cas. Okay. Donc ce qu'on dira, c'est que deux événements sont indépendants si la proba que l'un survienne n'est pas indépendante de la survenance de l'autre. Okay. Exemple classique, je fais un pile ou face. Okay. Probabilité, l'événement A, c'est la probabilité de tomber sur face. C'est l'événement de tomber sur face. Le second, c'est de tomber sur pile. Les deux événements sont indépendants. Okay. Le fait alors, je peux le voir sur la probabilité jointe. Donc, je vais dire que la probabilité de A et B, c'est le produit des probabilités. Donc, ça sera ce qu'on utilisera classiquement. Mais on peut le voir de manière plus proche, je pense, sur les variables conditionnelles. Ce que je vous dis, c'est que la proba de B sachant A, c'est la probabilité de B. Okay. Et l'exemple classique, c'est le tirage du loto. Les tirages à n'importe quel jeu de loterie, ils sont indépendants. Okay. Donc, si jamais vous avez joué des numéros et que vous avez gagné avec ces numéros, est-ce que vous devez les rejouer la semaine d'après? On n'est pas dans un problème de Monty-Hall. Okay, je n'ai pas d'intérêt à aller dire ils sont tombés la dernière fois, je vais les changer. Non, les tirages sont indépendants, donc je n'ai aucune incitation pour aller les changer. Okay, donc les tirages sont indépendants et donc les valeurs qui vont tomber au second tirage n'ont rien à voir avec celles de la première et donc je n'ai aucun intérêt à aller les changer. J'ai mis 3 petits exemples ici et je vous laisse prendre le temps de les faire. Donc éventuellement faites pause pour les faire. Je peux juste les lire avec vous. On lance 2 dés. Première question, première hypothèse, c'est le premier dé tombé sur 6. Deuxième événement, c'est la somme des deux est plus grande que 6, strictement. Okay. Est-ce que A et B sont indépendants? J'ai tiré 2 cartes d'un jeu de 52. J'ai l'événement que je fais tomber sur un cœur et j'ai l'événement que je fais tomber sur un carreau. Okay. Est-ce que ces deux événements sont indépendants? Ensuite, j'ai un autre jeu de cartes. Est-ce que j'ai pu tomber sur un cœur, événement numéro A? Et la deuxième événement, la deuxième carte est un 10. Okay. Donc, je vous laisse le temps d'aller essayer de faire des calculs et de vous poser la question de savoir si jamais les deux événements sont indépendants. Je vous laisse un petit peu de temps pour faites pause et puis regardez-le. Pendant ce temps-là, je vais passer à la réponse. Donc, le premier, non, les deux événements ne sont pas indépendants puisque l'un est inclus dans l'autre. Okay. Si jamais je sais que la somme est plus grande strictement que si jamais je sais que je suis tombé sur 6, je sais que la somme est forcément strictement plus grande que 6. Okay. Donc A est inclus dans B, donc les deux événements ne sont pas indépendants. Okay. Si jamais je sais que j'ai A, alors forcément j'ai B. Okay. Donc les deux événements ne sont pas indépendants. Donc probabilité de B sachant A n'est pas égale à la probabilité de B. Okay. Puisque dans le cas où j'ai A, je sais que la probabilité de B sachant A elle vaut 1, alors qu'a priori la probabilité de B n'est pas égale à 1. L'histoire des jeux de cartes, c'est pas indépendant, essentiellement parce qu'une fois que j'ai tiré ma carte de cœur, j'ai moins de chances de tirer un cœur, mais donc ça m'augmente un petit peu mes probabilités de tomber sur l'autre, donc c'est un peu plus grand que la probabilité des deux probabilités indépendantes. Par contre, sur le dernier, les deux sont indépendants. Okay. J'ai mis un dernier exemple. En fait, je m'étais inspiré de ces exemples dans je ne sais plus quel livre de probabilité. Il parlait de l'exemple des bébés à la naissance, où il parlait du genre des enfants. Donc, le premier était un garçon, le second était un enfant, et il disait que les deux événements étaient indépendants. J'en suis pas si sûr. En tout cas, il faudrait récupérer des données pour le tester. Je crois que j'avais essayé de le faire à une époque, et je crois qu'on a prouvé effectivement l'hypothèse d'indépendance des genres entre les bébés. Mais voilà. Je laisse la question ouverte parce que dans ce cas-là, ce n'est pas un problème physique. Je ne peux pas vraiment vous le décrire. Okay. C'est une hypothèse qu'il va falloir tester, en tout cas, avec des données. Okay. Et on va s'arrêter là pour cette séquence et on va voir une deuxième séquence sur l'incertitude où on fera des simulations de tirage de variables aléatoires. À très bientôt.